Le prince William se tenait donc dans le jardin en contrebas du palais de Kensington, essuyant ses larmes devant ses 3 enfants, car son fils de 11 ans venait d'enfreindre toutes les règles du protocole royal en lisant un message que personne n'avait approuvé. Et la phrase qui l'avait finalement touché ne concernait ni l'héritage de Diana, ni son œuvre caritative, ni sa place dans l'histoire. C'était George disant à sa grand-mère qu'il n'avait jamais connu. « Merci de nous avoir donné notre papa. » Mon son. C'est à ce moment précis que l'événement cesse d'être une apparition royale classique et devient tout autre chose. Le programme de cette matinée était simple. Pas de discours, pas de micro, pas de surprise, juste une visite familiale privée avant l'anniversaire de la mort de Diana. William et Catherine devaient entrer avec George, Charlotte et Louis. Chaque enfant déposerait une rose blanche au pied de la statue. Ils observeraient 1 minute de silence, puis partiraient. Le déroulement était le même. Tout avait été expliqué aux enfants. Un assistant du palais s'était assuré que chacun connaisse l'ordre. William s'avancerait le premier, Catherine suivrait, et les enfants resteraient à leur place. C'était un moment maîtrisé, intime et silencieux. Et puis, George a glissé la main dans la poche de son blazer et en a sorti une carte crème pliée couverte de son écriture. C'est là que ça devient étrange. Catherine savait que la carte existait car elle avait vu George écrire la veille au soir à Adelaide Cottage, mais elle ne l'avait pas lue. Elle supposait qu'il allait la déposer au pied de la statue avec sa fleur. Cela n'aurait posé aucun problème. Un petit mot privé d'un petit-fils à sa grand-mère qu'il n'a jamais connu. Doux, personnel, parfaitement dans le cadre prévu pour cette matinée. Mais George avait d'autres projets. Entre le moment où il a écrit ce mot et son arrivée au palais de Kensington, il a décidé que ces mots ne devaient pas rester tus. Il voulait les lire à voix haute. Et lorsqu'il a demandé « Papa, je peux lire ça en premier ?» La réponse immédiate de William a été « En substance. » Ce n'était pas prévu. Ce qui est compréhensible. Ce moment devait rester discret. William a passé toute sa vie publique à apprendre à maîtriser ses émotions, surtout lors des anniversaires liés à sa mère. Il sait à quelle vitesse un moment intime peut faire la une des journaux. Il sait qu'une fois prononcés, les mots sont irrévocables. Alors, il hésita, et George le regarda simplement et dit « Je sais, mais c'est pour grand-mère. » C'est à ce moment précis que le protocole s'est effondré, non pas parce que George était provocateur ou contestait son père, mais parce qu'il l'a dit avec une telle assurance, comme si la raison devait suffire. Et honnêtement, elle suffisait. William lui fit un léger signe de tête et George déplia la carte. La première phrase ne concernait ni le titre de Diana, ni son image publique. C'était « Grand-mère Diana, je n'ai jamais eu la chance de vous rencontrer, mais je vous connais parce que papa parle de tout ce que vous lui avez appris. C.P. G. » Et le regard de William s'est baissé presque instantanément, car ce n'est pas un hommage à une princesse, c'est un petit-fils qui reconnaît que son lien avec sa grand-mère passe entièrement par son père, ce qui correspond exactement à la manière dont William a essayé de faire vivre le souvenir de Diana pour ses enfants. Il en a déjà parlé publiquement lors de conversations intimes avec George et Charlotte avant de les coucher, leur rappelant qu'ils ont 2 grands-mères, s'assurant qu'ils sachent que Diana a existé et qu'elle comptait, non pas comme une figure historique, mais comme une personne, un membre de la famille. Et c'est ce que le public oublie souvent à propos de William.
On se focalise sur les titres, les devoirs et l'institution. Mais dans cette maison, Diana n'a jamais été reléguée au rang de lointain souvenir. Elle est grand-mère Diana, une personne dont les enfants entendent parler au quotidien, et pas seulement lors des commémorations officielles. Alors, quand George s'est tenu là, lisant cette carte, il ne jouait pas la comédie du deuil devant les caméras. Il n'y avait pas de caméra. Il parlait de quelqu'un qui avait fait partie de sa vie à travers des histoires et des souvenirs, et de la façon dont l'expression de son père change lorsque certains sujets sont abordés. C'est une autre forme de connaissance, et c'est celle qui peut briser une personne. Alors, George continua sa lecture. Il écrivit que son père lui avait dit que Diana s'efforçait de remarquer les personnes souvent négligées. Il écrivit « A aimé ça, Casey. Papa dit qu'elle lui a appris qu'être gentil compte plus qu'être important. Et à ce moment-là, William commence déjà à perdre son sang-froid. Catherine le remarque avant George. Elle observe William passe George car elle voit l'émotion monter sur son visage. Et puis George arrive au passage qui change tout. Il cesse de lire. Il fixe la statue de Diana droit dans les yeux, puis il prononce la phrase qui anéantit son père. « J'aimerais que tu puisses voir papa avec nous, car alors tu saurais que tu l'as bien élevé. » Si. Voilà la phrase. C'est ce moment-là que William n'a pas pu surmonter. Et si l'on y réfléchit, c'est bouleversant d'une manière à la fois magnifique et tragique. Pendant des décennies, William a été jugé à l'aune du rôle qu'il attendait. Futur roi, héritier, figure publique, institution. Il a été critiqué, analysé, loué et condamné pour la manière dont il a rempli ses fonctions. Mais George ne parlait de rien de tout cela. Il parlait du père qu'était William, de l'homme qu'il était devenu, et il disait à Diana, la seule personne dont William aimerait sans doute encore connaître la vie, qu'elle avait bien fait son travail, que les leçons qu'elle avait transmises avaient bel et bien survécu, qu'elles avaient atteint la génération suivante. Et le visage de William s'est effondré. Pas de façon dramatique, il ne s'est pas écroulé ni n'a fait de scène, mais ses yeux se sont fermés, son menton s'est baissé, et une main s'est portée à son œil pour essuyer une larme avant qu'une autre ne coule. Car c'était son fils, debout au pied de la statue de sa mère, qui répondait à une question que William portait probablement en lui depuis des années, sans jamais l'avoir posée à voix haute. Diana aurait-elle été fière du père qu'il est devenu? George répondit, puis il continua. La dernière phrase fut « Merci de nous avoir donné notre père ». Et c'était tout. William détourna le regard. Il avait perdu toute maîtrise. Les titres s'évanouirent. Succession, devoir, tout ce qui se trouvait au-delà des murs du jardin cessa d'avoir la moindre importance. Il ne restait que l'ordinaire. Un garçon avait regardé l'homme qu'il élevait et avait décidé que, quelque part, d'une manière ou d'une autre, sa grand-mère, aujourd'hui disparue, méritait de savoir qu'elle avait bien agi. Charlotte fut la première à le remarquer. Elle quitta sa place et s'approcha de George, se tenant à ses côtés sans dire un mot, posant simplement une main légère sur son bras. Louis la suivit. Et soudain, la formation soigneusement disposée avait disparu. 3 petits-enfants se tenaient au pied de la statue de Diane, une grand-mère qu'ils n'avaient jamais connue, et leur père les regardait, les larmes aux yeux. Personne n'a cherché à rétablir l'ordre initial. Personne ne les a rappelés. William fit le contraire. Il traversa l'espace et prit George dans ses bras. Charlotte se rapprocha. Louis suivit. Et pendant quelques minutes, la cérémonie royale si ordonnée se réduisit à un père tenant ses enfants sous la statue de sa mère. Catherine resta en retrait. Elle n'intervint pas. Elle se contenta d'observer, car elle comprenait ce qui se passait. Il ne s'agissait plus de protocole. C'était une histoire de famille,
et elle aurait pu s'arrêter là. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Avant de quitter le jardin, William a regardé George et lui a dit « Maman serait très fière de toi ». Une phrase simple, mais qui portait tout le poids de la matinée. Il ne fit pas l'éloge du texte ni du courage qu'il avait fallu pour le lire. Il le personnalisa. Sa mère aurait été fière de son petit-fils. Et l'expression de George s'adoucit pour la première fois depuis le début de la lecture. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La famille quitta le jardin. Catherine ramena les enfants vers le palais. William resta quelques minutes de plus, seul avec les fleurs, la carte et le poids de tout ce qui venait de se passer. Un jardinier du palais de Kensington, employé de longue date, s'approcha de lui. Ce jardinier avait travaillé si longtemps dans le jardin en contrebas qu'il se souvenait des choix effectués lors de sa rénovation autour du mémorial de Diana. Et il fit discrètement remarquer à George un détail qu'il ignorait. Les roses blanches n'étaient pas seulement un choix esthétique judicieux pour le jardin. Elles étaient devenues partie intégrante du langage floral associé au souvenir de Diana en ce lieu. Ainsi, George, sans qu'on le lui ait conseillé, sans que personne ne lui explique leur signification, avait choisi précisément l'espèce de fleur qui poussait déjà naturellement dans le jardin créé en mémoire de sa grand-mère. Coïncidence, peut-être, mais après la matinée que William venait de vivre, cela paraissait bien important. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, William contacta Charles Spencer à Althorpe House. Il lui raconta la visite privée, le mot et le moment où George, le regard tourné vers la statue de Diana, la remercia de leur avoir donné leur père. Et Spencer sait tout. Cette phrase en particulier le marqua. Puis il rappela à William un document des archives familiales Spencer, une réflexion privée que Diana avait autrefois rédigée au sujet de l'avenir de William. Et c'est là que toute cette histoire devient presque trop précise pour être ignorée. Diana avait écrit qu'elle voulait que les futurs enfants de William sachent qu'ils étaient aimés et non pas manipulés, ni simplement préparés à remplir leurs devoirs. Cette nuance a eu un impact considérable. Pendant des années, William a été jugé à l'aune du rôle qu'il attendait. Mais le mot de George a balayé tous ses préjugés et l'a jugé sur un critère bien plus intime. Était-il un bon père? George avait déjà répondu. Et maintenant, à travers le souvenir que Spencer avait des réflexions de Diana, William était confronté à la possibilité que sa mère ait un jour espéré précisément cela. Non pas que son fils devienne important, ni qu'il maîtrise les responsabilités royales, mais que ses enfants se sentent suffisamment en sécurité pour savoir qu'ils étaient aimés. La symétrie est presque troublante. George remercia Diana de leur avoir donné leur père. Diana avait jadis espéré que William deviendrait le genre de père dont les enfants n'auraient jamais à se demander s'ils étaient aimés. Et ce matin-là, sans le savoir, George avait bouclé la boucle. William ne se pressa pas d'oublier cette pensée. Il retourna au jardin en contrebas plus tard dans la soirée, vers 18h20. Bien après la fin de la visite familiale privée. Le palais était plus calme, les enfants n'étaient plus là. Il ne restait plus grand-chose à proximité. Il ne restait plus que la statue, les fleurs à son pied et la petite carte couleur crème que George avait laissée. William s'en approcha lentement. Auparavant, il avait entendu les paroles de George alors qu'il se tenait devant ses enfants en tant que père. Cette fois, il s'approcha d'eux en tant que fils de Diana. Cette différence changeait tout. Il se baissa, ramassa la carte et l'ouvrit de nouveau. L'écriture était indubitablement celle de George
irrégulière par endroits, soignée à d'autres. Rien dans tout cela ne semblait cérémoniel. Cela ressemblait exactement à ce que c'était un garçon qui essayait de mettre des mots sur un sentiment sans savoir à quel point ces mots allaient toucher les gens. William l'autre en silence et le sens lui apparut soudain. George n'avait jamais connu Diana et pourtant il avait décrit son influence sans évoquer la célébrité, les gros titres ou l'histoire royale. Il la retrouvait dans la façon dont William élevait ses enfants. Diana n'avait pas vécu assez longtemps pour le voir se marier. Elle n'avait pas vu naître George. Elle n'avait pas vu grandir Charlotte. Elle n'avait jamais entendu lui rire. Chaque instant ordinaire vécu par William en tant que père s'était déroulé sans la présence de cette personne dont l'opinion aurait compté pour lui d'une manière que l'approbation publique n'aurait jamais pu égaler. Mais George lui avait donné une réponse. Non pas de la part de Diana, mais de la génération suivante. Et c'est là le propre du deuil que l'on ne comprend pas toujours. Ce n'est pas seulement la disparition de la personne, c'est aussi le fait que chaque nouvelle génération en sait peut-être moins. D'abord, la voix s'éteint, puis les souvenirs du quotidien. Finalement, il ne reste plus que des photographies, des récits transmis par ceux qui étaient là. Mais George expliquait à William que cela ne s'était pas passé comme prévu, pas tout à fait. Diana les avait rejoints malgré tout par son intermédiaire. Cette prise de conscience changea également le sens de la décision de George de rompre l'ordre établi. Auparavant, cela aurait pu passer pour un jeune prince ignorant un arrangement. À présent, c'était différent. George n'avait pas transgressé les règles pour attirer l'attention. Il l'avait fait parce que ce qu'il voulait dire lui semblait plus important que de rester à sa place, et William l'avait guidé. Plus encore, William l'avait suivi. En s'avançant vers ses enfants, au lieu de les rappeler, il avait fait son propre choix. Pendant quelques minutes, être le fils de Diana et leur père avait compté plus que le respect du protocole. Ce dernier pouvait organiser un moment, mais il ne pouvait pas en définir le sens. William plia la carte le long du même pli que George la veille. Il aurait pu l'emporter. Il aurait pu la conserver en lieu sûr, à l'abri des intempéries et du temps. Il ne l'a pas fait. Il l'a reposée délicatement sous la rose blanche. Puis il s'est levé. Pendant plusieurs secondes, William est resté face à la statue de Diana, seul. Il n'y avait personne à ses côtés. Aucun public n'attendait de déclaration. Aucun enfant ne le regardait. Rien ne justifiait son expression figée. Il n'a dit que quelques mots. « Tu les aurais adorés, maman. » Puis il laissa la carte là où George l'avait posée. Le jardin avait commencé la journée selon un plan. À la fin, presque rien ne s'y était déroulé. George avait parlé. Charlotte et Louis avaient bougé. William avait pleuré. La famille s'était rassemblée là où elle n'aurait pas dû être. Pourtant, ce désordre révélait quelque chose que l'organisation n'aurait jamais pu montrer. Diana faisait toujours partie de cette famille, non pas comme une image, non pas comme un titre, mais comme une grand-mère. Ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, c'est la façon dont George a compris quelque chose qui prend des années à la plupart des gens. L'écho de oui ne reste pas confiné à celui qui a subi la perte. Il le traverse. Il façonne sa façon d'aimer, d'élever ses enfants, de se souvenir. William n'a pas seulement perdu Diana. Il la portait en lui dans chaque pièce où il entrait, y compris celle où ses enfants apprenaient ce que signifie faire partie d'une famille. Et George, à 11 ans, l'a compris. Il a vu son père porter un fardeau et a décidé de s'adresser directement à la source de ce poids. Non pas pour le résoudre, non pas pour le faire disparaître, mais simplement pour le reconnaître, pour dire « Je vois ce que tu portes
Et je veux que tu saches que la personne que tu as perdue serait fière de ce que tu es devenu. Ce n'est pas une histoire royale, c'est une histoire humaine. Et c'est la raison pour laquelle William n'a pu retenir ses larmes dans ce jardin. Non pas parce que le moment était triste, mais parce qu'il était complet. L'influence de sa mère avait atteint ses enfants. Son amour avait perduré et son fils venait de le prouver devant lui. Aussi, quand on parle de cet événement comme d'une transgression du protocole ou d'un jeune prince qui a dévié de son rôle, on passe complètement à côté du sujet. George n'a pas enfreint les règles pour semer le chaos. Il les a enfreintes parce qu'elles ne lui permettaient pas d'exprimer ce qu'il avait besoin de dire. William, qui a passé sa vie à apprendre à respecter les règles, l'a compris. Il a laissé son fils parler, puis il s'est dirigé vers ses enfants au lieu de les rappeler, et ce choix était éloquent. Être le fils de Diana et leur père comptait plus que de respecter l'ordre des événements. Certain moments transcendent le protocole. C'était l'un de ces moments. La carte resta sous la rose blanche, les mots planèrent dans l'air, et William s'éloigna, conscient de quelque chose qu'il n'avait peut-être pas osé croire auparavant. L'héritage de sa mère ne se limitait pas aux statues et aux commémorations. Il vivait à travers les enfants qu'il appelait grand-mère Diana, et il en serait toujours ainsi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce qui s'est passé dans ce jardin n'est pas resté entièrement secret. Les rumeurs circulent même au sein du palais. Non pas par les voies officielles ou les conférences de presse, mais par le bouche à oreille, cette manière discrète dont se transmettent les moments précieux. Un membre du personnel en a parlé à quelqu'un d'autre. Un jardinier se confia à un collègue. L'histoire se transmit discrètement, sans bruit, d'une personne à l'autre, jusqu'à atteindre ceux qui en comprenaient pleinement le sens. Et ce qui frappa tous ceux qui l'entendirent, c'était un détail précis. Personne n'avait dit à George ce qu'il devait dire. Personne ne l'avait préparé. Il avait écrit ce mot seul, dans sa chambre, sans se douter que quiconque l'entendrait un jour. C'est lui qui décida de le lire à voix haute. Et c'est ce qui lui conférait toute sa force. Car les rituels de deuil sont généralement conçus par des adultes. Ils sont planifiés, structurés et soigneusement encadrés. Mais parfois, un enfant prend les devants et fait preuve d'une sincérité que nul adulte n'aurait osé manifester. C'est ce qu'a fait George. Il a perçu l'écart entre ce qui était prévu et la vérité, et il a choisi la vérité. Ce faisant, il a offert à son père un cadeau que personne d'autre n'aurait pu lui donner. Pas une conclusion définitive à proprement parler, plutôt une autorisation. Autorisation de regretter sa mère, autorisation d'être ému par ses enfants, l'autorisation de se tenir dans ce jardin, non pas en futur roi, mais en fils et en père, assumant les deux rôles à la fois. Et c'est cette image qui demeure, ni la statue, ni les fleurs, ni la mise en scène soignée d'une famille royale en public. L'image qui demeure est celle de William, seul dans la lumière du soir, lisant l'écriture de son fils, puis remettant la carte à sa place. Sans la garder pour lui, sans en faire un geste officiel, la laissant simplement là, sous une rose blanche, comme une offrande privée d'une génération à l'autre. Le jardin était devenu un lieu de rencontre, non pas entre les vivants et les morts, mais entre ce qu'avait été Diana et ce que devenaient ses petits-enfants. Et au cours de cet échange, William trouva quelque chose qu'il ne savait pas chercher. La certitude que l'amour de sa mère ne s'était pas éteint avec sa mort. Il avait continué à vivre en lui, à travers Catherine, à travers les enfants, à travers les mots d'un garçon de 11 ans qui ne l'avait jamais rencontré, mais qui la connaissait pourtant. Car c'est ainsi que fonctionne l'amour. Il survit à ceux qui l'ont porté.
Il trouve de nouvelles mains, il trouve de nouvelles voies. Et parfois, par un matin ordinaire, dans un jardin soigneusement aménagé, il trouve le moyen de s'exprimer.